Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo qui se centre sur la psychologie positive. Aujourd'hui, nous allons aborder la science du bien-être. Pour faire le pont avec le cours précédemment vu, la psychologie positive est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. Dans ce cours, nous allons développer la notion de bien-être. Qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être peut être défini par deux dimensions principales. Et lorsqu'on parle de bien-être, du coup, il faut parler de ces deux dimensions-là. Première dimension, c'est le bien-être subjectif ou le bien-être hédonique, le bien-être hédonique. Donc ça renvoie à finalement ressentir de manière positive des fréquences d'émotions dans notre quotidien. Donc c'est rechercher finalement des petits bonheurs dans notre quotidien. On parle aussi de satisfaction de la vie. Le deuxième type de bien-être est le bien-être psychologique ou le bien-être eudémonique. Ici, on est plutôt sur une recherche de sens par rapport à sa vie. Et donc, on va plutôt chercher à être en acceptation de soi, avec une relation positive avec les autres et du coup, dans une maîtrise de l'environnement. On parle du coup d'un bien-être psychologique, notamment par Riff et puis Ryan et Deci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux types de bien-être ne sont pas à opposer. Par contre, c'est quand même deux concepts qui sont différents mais complémentaires. Un exemple pour bien comprendre. Vous êtes par exemple en train de réviser votre examen pour l'UE. Et puis du coup, c'est la veille et vous vous dites peut-être, je pourrais sortir pour, pourquoi pas, prendre du bon temps. Le sortir, ça va être le bien-être hédonique. Je vais rechercher à ressentir des émotions positives en échangeant avec mes collègues, par exemple, pour prendre du bon temps. À l'inverse, vous vous dites peut-être, oui, mais comme demain c'est l'examen, peut-être qu'il faut pas que je sorte trop tard et du coup je vais chercher plutôt à trouver du sens dans ma vie. Et si le sens dans ma vie se caractérise par rapport à ma formation, je vais peut-être faire attention finalement et réviser encore la dernière soirée. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais parfois peut-être que c'est des concepts qui sont quand même différents. Donc le bien-être, si on regarde, pour un bien-être optimal, on a 55% de ce qu'on appelle de la variance, donc ça veut dire d'une variable, comme le bien-être, qui va être croisée entre le bien-être hédonique et le bien-être subjectif. Et donc, pour avoir un bien-être optimal, il faut bien chercher dans notre quotidien à développer à la fois le bien-être hédonique, la recherche d'émotions positives, et à la fois le bien-être eudémonique, qui va être la recherche de sens dans sa propre vie. Par rapport à ça, pour comprendre les déterminants du bien-être, on va s'appuyer sur une étude de Lyubomirsky, donc en 2008, et puis Lyubomirsky et collaborateurs en 2005. Ils ont cherché à comprendre en s'appuyant sur une méta-analyse, donc une étude qui s'appuie sur d'autres études scientifiques publiées, à comprendre d'où vient le bien-être. Est-ce que le bien-être vient de moi ? Et du coup, on aurait une part génétique, ce qu'on appelle un capital de départ. Ou alors, est-ce que le bien-être vient des circonstances extérieures ou alors de mon investissement personnel? Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, 50% du bien-être serait une sorte de loterie génétique. Autrement dit, à la naissance, on est prédisposé ou non à avoir déjà un certain niveau de bonheur. Mais tout ne se joue pas ici. Donc là, on est dans comprendre. Forcément, on ne pourra pas agir sur ce capital de départ. 10% du bonheur va dépendre de circonstances extérieures et on verra des exemples par la suite. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 40% restants dépendent de l'investissement personnel qu'on va mettre dans notre propre vie. Et donc, il ne tient qu'à nous d'être finalement heureux et de s'investir pour développer son épanouissement personnel et puis du coup son bien-être. Si on reprend un petit peu en détail, le capital de départ. Donc on a une prédisposition génétique. Donc comment on peut mettre en place et comment on peut vérifier ça, puisque du coup c'est pas si évident que ça. Les études qui sont mises en place généralement s'appuient sur des jumeaux. On regarde des jumeaux qui sont homozygotes ou hétérozygotes. Des jumeaux homozygotes, c'est des vrais jumeaux qui partagent un capital génétique commun. Des jumeaux hétérozygotes ne partagent pas ce capital génétique. Et du coup, on regarde finalement leur niveau de bonheur à 20 ans, avec des échelles classiques qu'on utilise pour mesurer le bonheur. Et on va regarder s'il y a une corrélation entre les jumeaux homozygotes et les jumeaux hétérozygotes. On se rend compte que les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes, qui partagent un capital génétique, ont une corrélation forte entre leur niveau de bonheur. Autrement dit, si je suis heureux, mon jumeau homozygote va également être heureux. À l'inverse, chez les jumeaux hétérozygotes, on n'arrive pas à mettre en évidence, et du coup, il n'y a pas de mise en évidence d'une relation entre leur niveau de bonheur. Donc, je peux être heureux et mon jumeau
hétérozygote n'est pas nécessairement heureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital de départ comprend aussi bien des prédispositions génétiques de ce qu'on appelle la socialisation familiale primaire. Les premières relations qu'on va vivre entre les parents et les enfants vont quand même déterminer indirectement aussi le bonheur. Par exemple, vous avez un bouquin qui s'appelle « Tous jouent avant 6 ans ». Donc même si tous jouent pas nécessairement avant 6 ans, du coup il y a quand même une grande part des relations qu'on va avoir avec autrui et du bonheur qui va être déterminé dans la socialisation primaire. Deuxième élément, donc pour rappel, 10% est dû aux circonstances extérieures. Ici, vous avez projeté juste à côté de moi, du coup, un graphique qui présente le niveau moyen de bonheur, donc mean life satisfaction, donc le niveau moyen de bonheur en fonction du produit intérieur brut d'un pays. Et autrement dit, l'idée est de comprendre ici, est-ce que si je suis plus riche, bah du coup, je vais être plus heureux. Je suis persuadé que si je vous demande, a priori, vous adhérez à cette phrase, et pourtant, les recherches scientifiques montrent clairement que ce n'est pas le cas. Ça va être le cas pour un niveau palier. Autrement dit, si vous prenez le début de la courbe, si je vis au Togo, en Géorgie ou en Russie, les conditions de vie sont peut-être tellement difficiles et je n'ai pas forcément un toit sur la tête, je n'ai pas de quoi nourrir ma famille, de quoi protéger ma famille. Alors à ce moment-là, effectivement, bah du coup, le bonheur est corrélé à le produit intérieur brut, la richesse des individus dans un pays. Par contre, si on arrive dans une surface où il y a les pays qui sont développés, là, ça ne fonctionne plus. Autrement dit, que je vive en République tchèque, à Hong Kong, aux États-Unis ou en France, même si le PIB est légèrement différent ou peut être différent, entre 20 000 et 30 000 ou 40 000 $ par an, le niveau de bonheur n'est pas corrélé au bien-être. Une autre étude qui a montré ça, c'est on prend les gagnants au loto. Et donc on se dirait, bon, des gros gagnants hein, qui gagnent au moins 2 millions d'euros. Donc une étude scientifique qui a montré, lorsque je gagne au loto, eh ben, je ne suis pas plus heureux 6 mois après qu'avant que j'ai gagné au loto. Donc il y a un effet circonstanciel à court terme, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Et donc ce qui va... Alors, autre élément, pardon, de circonstances extérieures. Ici, vous avez présenté 4 circonstances, 4 événements de vie qui sont normalement connus pour influencer fortement le bonheur sur les croyances des individus. Donc le mariage, le veuvage, le divorce et la naissance d'un enfant. On se rend compte finalement, donc sur les 4 graphes, vous avez le 0 qui indique l'événement cible. Je me suis marié, décès du conjoint, divorce ou alors naissance de l'enfant. Entre avant et après, bien évidemment, l'année de l'événement, vous avez une modification du bien-être. Mais si vous regardez 3 ou 4 ans avant et 3 ou 4 ans après, finalement, le bien-être n'est pas tellement affecté par ces événements qui peuvent être dramatiques, par exemple, pour le veuvage. Et au bout de 2 ou 3 ans, lorsqu'on a fait ce qu'on appelle le deuil au niveau psychologique, le niveau de bien-être revient à une sorte de point fixe chez l'individu. Et donc, ce qui va compter, finalement, c'est les activités volontaires. Ce que je mets en place dans ma vie va fortement influencer mon niveau de bonheur. Et l'ensemble de la suite du cours, et donc les prochains chapitres, vont avoir pour but et pour mission de présenter un petit peu quels sont les facteurs principaux dans les activités volontaires qui vont permettre de développer le bien-être. On verra le modèle PERMA de Martin Seligman qui fait référence dans la littérature et qui présente 5 facteurs principaux. Les émotions positives, l'engagement qui renverra nous à ce qu'on appelle les forces de caractère. Donc, 3e facteur, les relations positives. 4e facteur, meaning en anglais, qui signifie le sens de la vie. Et enfin, le 5e facteur, accomplissement, qui renvoie plutôt à ce qu'on appelle un état d'esprit. Notez simplement pour information que un modèle PERMA+, ou PERMA++ a vu le jour récemment dans la littérature et intègre du coup notamment tout ce qui est en rapport avec l'activité physique, avec la résilience, donc c'est la capacité à faire face aux difficultés de la vie et donc à prendre avec optimisme, finalement les différents obstacles qu'on peut rencontrer. Et enfin, dernier facteur qui serait la mindfulness, c'est savourer le moment présent, c'est la bienveillance par rapport à ce qui se passe. Je vous remercie de votre attention.